Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Votre attitude à l'égard de l'Europe est très mal connue en France. Qu'est-ce que l'Europe représente pour vous? Je suis une Européenne enthousiastique. C'était en 1975 et Margaret Thatcher, qui n'est pas encore Premier ministre, se disait, vous l'avez entendu, européenne enthousiaste, un bon résumé des ambiguïtés anglaises quand il s'agit d'Europe. Et voilà que 43 ans après être entrés, les Britanniques viennent de voter en faveur du Brexit. Mais n'est-ce pas là finalement un retour à la normale, le Royaume-Uni ne s'étant jamais totalement senti en Europe? Nous parlerons de la relation ambiguë qui relie les Britanniques à l'Europe continentale avec un historien des îles britanniques et un représentant du Parti conservateur britannique en France. Mais avant de plonger dans les archives de l'INA, un point sur l'actualité un peu confuse du Brexit avec Marie Brémaud. Le soleil s'est levé ce matin sur la capitale anglaise, mais l'avenir s'est d'un coup assombri pour l'actuel Premier ministre britannique. David Cameron est défait, il avait jeté toutes ses forces dans le camp du In pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, mais je crois que c'est dans l'intérêt national d'avoir une période de stabilité avant la nomination d'un nouveau leader qui est nécessaire. Le leader du Parti conservateur tire dès à présent les conséquences du scrutin où 51,9% des électeurs ont voté pour le Brexit. David Cameron annonce sa démission même s'il assurera une transition jusqu'en octobre et la tenue d'un congrès du Parti conservateur. Dans le camp adverse, on exulte. L'indépendance du Royaume-Uni, il en rêvait. Et à l'issue de ce référendum, Nigel Farage sort clairement renforcé. Connu pour ses actions chocs et ses propos xénophobes, le leader du parti europhobe UKIP ne compte pas s'arrêter là. Un Royaume-Uni, Royaume désuni, deux invités sur ce plateau avec moi. Bernard Cotterêts, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en civilisation britannique à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et l'auteur récemment d'un livre chez Talandier, Sérène, qui ont fait l'Angleterre de Boadicée à Élisabeth II. Peut-être nos téléspectateurs ignorent qui est Boadicée, ils liront et ils le sauront. Oui, Wow. je veux dire que si nous lançons le débat sur Boadicée maintenant, On va perdre tout le monde. Perdre du D'accord, temps. alors on va éviter. Je dis quand même que Boadicée était une Bretonne. Ça Voilà, fera plaisir à beaucoup de gens en France. Très bien, merci. Et en face, Jeremy Stubbs, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant du Parti conservateur britannique à Paris. La première question, elle est un peu pour vous. Vous étiez pour le Brexit ou pour le Remain? Parce qu'on s'y perd un peu. Moi, j'étais pour le Remain. Ouais, alors, comment vous vivez ces lendemains avec une Eh bien, mal de tête? au début, c'était traumatique, il faut le dire, traumatique. Mais depuis, on commence à s'y habituer. Et puis, la grande question derrière tout ça, c'est quoi un Brexit? Personne ne sait. On a voté pour quelque chose de complètement inconnu. Alors, c'est aussi le temps, effectivement, on a peut-être passé le temps du traumatisme, c'est aussi le temps de l'analyse, c'est un peu ce qui va nous occuper pendant le temps de cette émission. Quel est ce rapport qu'ont les Britanniques à l'Europe? Je crois qu'on a un peu simplifié les débats depuis une semaine en parlant des éduqués, des pas éduqués. Il y a un enracinement historique qu'on va essayer d'analyser ensemble. Et pour commencer l'émission, j'aimerais qu'on écoute Winston Churchill. On est en mars 1949, le contexte est important. Il n'est pas Premier ministre, il n'est plus Premier ministre britannique à ce moment-là, une forme de liberté de parole. Il est à Strasbourg et il s'exprime, vous allez l'entendre, c'est assez rare quand même, en français. Aux hommes de bonne volonté. C'est M. Spaak qui devait être élu le premier président de la nouvelle Assemblée. Et M. Churchill, parlant aux foules d'Europe par-dessus les foules de Strasbourg, devait leur dire « Prenez garde. Je vais parler français. Ce n'est pas contre une race, ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie sous toutes ses formes, anciennes ou modernes, que nous nous dressons résolument. l'Europe devient une réalité. » Alors, pour bien préciser, parce que peut-être des gens se disent « mais moi je ne comprends pas, le Royaume-Uni était entré dans l'Europe en 1973 et en 1949 on parle de l'Europe », c'est le Conseil de l'Europe qui siège à Strasbourg et qui n'est pas une institution de l'Union européenne. Alors, première question, Bernard Cotterêts, que fait le Royaume-Uni, que fait Churchill à vanter ici
l'Europe finalement, même si ce n'est pas l'Europe qu'on connaîtra de Bruxelles plus tard, mais l'Europe de Strasbourg. Que fait le Royaume-Uni dans cette Europe-là? Je crois qu'il faut faire attention à une confusion qui existe chez beaucoup de personnes entre l'Europe, qui est notre commune patrie d'une certaine façon, et puis les formes qu'a pu prendre cette appartenance européenne à travers les siècles, et effectivement l'Union européenne qui n'est que l'une des formes de cette construction européenne. Je pense qu'il y en a eu d'autres avant, en particulier le Saint-Empire romain germanique, et puis il y en aura sans doute d'autres après. Et je crois que la Grande-Bretagne fait effectivement partie de l'Europe géographiquement, tout comme la Russie d'ailleurs, je m'empresse de Qui est dans le dire, Conseil de l'Europe aussi. qui est aussi dans le Conseil de l'Europe, et que quand nous pensons à l'Europe, il faut penser aussi à cette Europe élargie, j'ai envie de dire. Alors, le rôle de la Grande-Bretagne va être passionnant à l'heure actuelle, justement parce qu'elle est un petit peu à la jonction de ces deux conceptions de l'Europe. Jeremy Stubbs, Churchill peut apparaître finalement comme un père de l'Europe. Oui, certes. Mais en même temps, quelle est l'attitude des Britanniques envers l'Europe au cours des siècles? Et je pense que ça va peut-être vous étonner, mais au fond, les Britanniques se considèrent un peu comme les arbitres. Oui. C'est-à-dire, vous êtes souvent en lutte les uns contre les autres, et nous, on est là juste pour dire, non, c'est plutôt ce parti-là qui doit gagner, ou plutôt là. C'est plutôt, ah oui, les ennemis de Napoléon, ou les ennemis de Louis XIV. Alors justement, il y a là peut-être une doctrine britannique par rapport à l'Europe, puisque, alors on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'image du discours de Zurich de 1946 du même Churchill, mais Churchill appelle aux États-Unis d'Europe, mais sans le Royaume-Uni. C'est la grande doctrine, vous avez effectivement très bien dit, de garantir la stabilité du continent européen, notamment avec deux puissances de rang équivalent, pour qu'il n'y en ait aucune des deux qui puisse un jour éventuellement menacer les îles britanniques. Oui, vous permettrez à l'historien d'ajouter une chose, c'est que cette conception de l'Europe, en fait, on la trouve dès le XVIIIe siècle, au moment du traité d'Utrecht, pardon l'air pédant, mais c'est très important, parce qu'au moment du traité d'Utrecht, en 1713, les Britanniques, les Tories, les ancêtres du Parti conservateur, ont déjà une conception de l'Europe, et ils veulent absolument préserver un équilibre des forces à l'intérieur de l'Europe, alors que les Whigs, qui sont entre guillemets aussi là les ancêtres des libéraux, veulent écraser la France de Louis XIV. Et le point de vue des Tories, en particulier de Bolingbroke, qui est l'un de mes héros personnellement, le point de vue de Bolingbroke, c'est qu'il ne faut pas écraser la France parce qu'on a besoin d'un équilibre entre les puissances. Je pense que c'est très intelligent comme raisonnement, et je pense que les Britanniques sont toujours restés dans cette optique. Oui, quand les Britanniques sont arrivés et sont vraiment impliqués dans les affaires européennes, c'est les guerres napoléoniennes, c'est les deux guerres mondiales, c'est quand il y avait effectivement une rupture de l'équilibre. Mais alors pourquoi entrer dans le Conseil de l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi entrer dans cette autre institution? Pourquoi ne pas rester complètement en dehors? Oui, je pense que là, la grande question, c'est justement pourquoi est-ce que l'arbitre, au lieu de rester neutre, figurerait parmi les équipes, en quelque sorte. Et il est vrai que, bon, voilà, comme on l'a dit, pendant des siècles, l'arbitre britannique ou anglais reste à l'écart pour pouvoir en quelque sorte juger. Et là, je crois que c'est à la fois les conséquences d'une guerre extraordinaire qui est la Deuxième Guerre mondiale et puis le prolongement qu'est la guerre froide. Alors, il y en a un autre qui correspond à cette définition de quelqu'un qui nous accompagne, c'est le général de Gaulle, et qui parle, évidemment, qui donne son avis sur les Britanniques. Alors, il a refusé par deux fois leur entrée dans la CE, en 63 et en 67, et on retrouve justement la grande conférence de presse à la fin du mois de novembre 1967. Le général de Gaulle donne son avis. Vous allez voir, un peu tranché, un peu nuancé, pas forcément très pro-anglais, sur cette entrée potentielle des Britanniques dans l'espace européen. Le peuple anglais discerne sans doute de plus en plus clairement que dans le grand mouvement qui emporte le monde, devant l'énorme puissance des États-Unis, celle grandissante de l'Union soviétique, celle renaissante des continentaux, celle nouvelle de la Chine, et compte tenu des orientations de plus en plus centrifuges qui se font jour dans le Commonwealth, ces structures et ces habitudes dans ses activités, et même sa personnalité nationale, sont désormais en cause.
et au demeurant les graves difficultés économiques, financières, monétaires avec lesquelles il est aux prises le lui font sentir jour après jour. De là, dans sa profondeur, une tendance à découvrir un cadre, fût-il européen. C'est un peu dur. Une tendance à découvrir. En gros, le général de Gaulle nous explique que les Britanniques veulent entrer dans la CE, pas par désir particulier, mais juste par peur du déclin. C'est quelque chose que vous partagez, vous, Britanniques et conservateurs ? Il faut dire qu'il avait essentiellement raison. Parce que même si les années 60, c'est la décennie des Beatles, si c'est le triomphe de Londres comme... Soft power. Voilà, britannique, et cette image d'un pays très jeune... Swinging London. Swinging London, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais derrière Swinging London, il y a, on peut dire, un certain déclinisme, ce mot qui est devenu courant en France il y a 15 ans, 10 ans, le déclinisme, ça décrit exactement l'attitude des Britanniques à l'époque. Donc pas d'enthousiasme. Je crois que c'est très compliqué. C'est-à-dire que les Britanniques, effectivement, ont vécu une période terrible qui est la période de la décolonisation. Ils l'ont vécu intelligemment. Ils ont su accompagner cette décolonisation de façon tout à fait mesurée, je crois qu'il faut bien le dire. Ils avaient cet instrument extraordinaire qui existe toujours, dont on parle très peu, qui est le Commonwealth. Et le Commonwealth a été un des arguments retenus contre, évidemment, la Grande-Bretagne, en disant, mais enfin, il faut que vous choisissiez entre votre ancien empire et puis nous, l'Europe. D'ailleurs, le général de Gaulle, à un autre moment de la conférence, il l'a dit plusieurs fois. Beaucoup, et puis aussi les États-Unis d'Amérique, dont Churchill avait parlé en disant qu'il y avait une relation spéciale quand même avec les États-Unis d'Amérique. Donc il fallait faire des choix. Ça a été extraordinairement douloureux pour les Britanniques. Je crois qu'il ne faut pas que nous oublions ce que ça a été pour ces Britanniques qui se sont endormis dans un âge impérial et qui se sont retrouvés, dans le fond, démunis en quelques années. Moi, j'ai quand même retrouvé dans certaines archives de l'INA un peu d'enthousiasme. Alors, effectivement, un enthousiasme très raisonné, très raisonnable, très rationalisé. Regardez ce qu'on expliquait notamment dans Nord Actualité Télé. C'est la première fois, je crois, qu'on le diffuse dans cette émission. Donc, d'un journal télévisé du nord de la France. Quelques mois avant l'entrée officielle, mais les Britanniques savent déjà qu'ils vont entrer dans la CE. On est donc en 1972. Son épouse a également le collier correspondant à la fonction. Je pense que dans cette entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, c'est peut-être un peu toute cette tradition anglaise que les Anglais craignent de voir s'atténuer. Oui, c'est bien sûr, parce que naturellement, nous sommes restés ici, dans notre île, pendant 1000 ans. Et dans ces 1000 ans, nous avons fait beaucoup de traditions et nous voulons naturellement les garder. De votre point de vue, justement, comment se concrétise cet événement historique de la signature du traité de la CE pour votre peuple ? Je crois que c'est un grand changement naturellement pour le peuple anglais, mais je crois que de plus en plus, ils pensent que nous devons maintenant entrer en Europe. Nous avons eu depuis 300 ans l'union de l'Angleterre, Pays de Galles et l'Écosse. Maintenant, ça doit étendre dans l'Europe et nous devons maintenant devenir des bons Européens. Où est la tasse de thé, s'il vous plaît? La tasse de thé est derrière. Derrière la cendrière. Oui, d'accord. L'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun a déjà donné lieu à des réalisations très concrètes. C'est ainsi qu'à Douvres, nous avons appris que la Chambre de commerce organisait des cours de français à l'intention des industriels. Ça, c'est très intéressant, ces cours. Parce que, en fait, l'Europe que veulent beaucoup d'Anglais, c'est quand même un espace économique de libre-échange. Bien entendu, et ils ont bien raison. Je veux dire que bien entendu, qu'est-ce que c'est que l'Europe sinon un extraordinaire marché? Écoutez, il faut d'abord que cette Europe soit un marché. Alors l'intégration politique, je dirais, c'est une deuxième question. Et cette question, en ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup de gens, reste largement ouverte. Pour autant, on a entendu le maire, là, avec sa belle tenue de maire, évoquer presque une alliance de la même nature que celle qui a relié les îles britanniques entre elles. Ça vous paraît quelque chose d'un peu excessif, même à l'époque ? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'une des grandes différences entre le Royaume-Uni et la France, c'est que la France, l'Hexagone, c'est un tout, en quelque sorte. Hein, le territoire national, les mêmes devoirs, les mêmes lois, très centralisé à l'époque. Au Royaume-Uni,
On a 4 pays pour le prix d'un seul. Oui. Donc, c'est même un concept extrêmement difficile pour les Français. Parce que on peut dire que l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, ce sont en quelque sorte des patries, mais pas des États. Oui. On a un passeport du Royaume-Uni. Mais en même temps, tout le monde... Et on a vu les images des joueurs de Pays de Galles ultra heureux de voir l'Angleterre se faire éliminer, désolé d'en reparler. Je voudrais qu'on bascule sur l'archive de Margaret Thatcher en 1975. Elle n'est pas encore Premier ministre, mais on sent déjà poindre cet éloignement du projet européen tel que le voulaient les pères fondateurs du continent, à savoir une Europe très intégrée avec beaucoup de supranationalité. Pour les Anglais, pas question. On va le voir avec Margaret Thatcher et puis après avec une nouvelle archive pour clore ce débat. Votre attitude à l'égard de l'Europe est très mal connue en France. Qu'est-ce que l'Europe représente pour vous? Je suis une Européenne enthousiastique. Mais dites-moi, à quelle Europe rêvez-vous? Une Europe confédérée ou une Europe intégrée? Une Europe des patries confédérées. Monsieur Heath a dit un jour que la Grande-Bretagne et la France devraient détenir la puissance atomique pour défendre l'Europe. Est-ce que vous souscrivez à ce jugement ou bien est-ce que vous croyez au contraire que la puissance atomique pour la défense de l'Europe devrait être partagée entre les Américains et nous? Je pense que pour la défense du monde occidental, nous avons besoin des États-Unis et de l'Europe ensemble. Mais qui pourrait prendre dans ce cas la décision finale en cas d'opération militaire atomique? La décision devrait être prise par l'OTAN. Et le tunnel sous la Manche, est-ce que c'est pour vous une sorte de symbole luxueux ou une réalité utile, voire nécessaire? J'aimerais que le tunnel soit construit, mais c'est trop coûteux pour la Grande-Bretagne en ce moment. Hey, 3 idées, hein. L'Europe des patries, le rapport aux États-Unis et le coût de l'Europe. Est-ce qu'on n'a pas là un bon petit résumé quand même de l'attitude britannique par rapport à l'Europe? Oui, peut-être, peut-être. Et vous voyez que le rôle de l'arbitre en Europe, qui était traditionnellement celui du Royaume-Uni, qui est un peu à part, est maintenant en quelque sorte transféré encore plus à l'ouest, aux États-Unis. Donc on est toujours dans la même perspective, mais un peu en prolongeant les lignes à l'est et à l'ouest. Oui, moi c'est ce qui me frappe aussi, ce sont les continuités absolument extraordinaires. Oui, bien sûr. Et ça aussi, c'est ce que le général de Gaulle avait souligné, c'est combien tous ces pays ont véritablement une individualité propre. C'est-à-dire, la Grande-Bretagne, ça reste la Grande-Bretagne, mais Thatcher, c'est véritablement un personnage anglais, jusqu'à la caricature presque. Mais moi, je la trouve touchante à la limite pour cette raison-là, parce qu'on voit que c'est elle qui va dire, quelques temps plus tard, « I want my money back ». Bon, elle est là, elle pense au tunnel, elle dit combien ça va coûter. Cette espèce de ménagère. Alors qu'elle n'est même pas encore au pouvoir. Pas du tout. Donc c'est idéologique. Donc c'est idéologique. Quand on n'est pas au pouvoir, on ne s'intéresse pas à l'argent. Complètement. Et c'est une fille d'épicier. Et c'est une fille d'épicier qui pense effectivement en termes de rentabilité. Jeremy Stubbs, membre du Parti conservateur. On a vu Churchill, on voit Thatcher, on voit Cameron. Est-ce qu'il y a une grande continuité finalement? On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de rupture entre tous ces dirigeants. Comme si les contextes changent, mais fondamentalement, les structurels restent les mêmes. Oui, mais en même temps, il y a des contradictions aussi qui se prolongent. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a une ambiguïté chez Churchill, on a vu l'ambiguïté chez Mme Thatcher, et il y a une certaine ambiguïté chez M. Cameron, où il y avait peut-être, parce que il a eu une phase d'euroscepticisme dans le passé. Et il a plein d'eurosceptiques dans son parti. Ça, on l'a vu récemment. Alors, cette ambiguïté, elle n'est pas l'apanage du Parti conservateur, parce que lorsque Tony Blair arrive au pouvoir avec l'image vraiment d'un pro-européen, on va voir finalement qu'il retrouve un peu les réflexes de ses prédécesseurs du Parti conservateur. On est à Saint-Malo en décembre 1998. Voilà l'image d'une famille heureuse. La famille franco-britannique au grand complet est satisfaite d'avoir signé aujourd'hui à Saint-Malo
l'acte de naissance de son premier grand accord sur une gestion commune des situations de crise en Europe. C'est à bord du destroyer britannique HHS Birmingham que les deux ministres de la Défense, George Robertson et Alain Richard, ont donné l'impulsion à ce qui pourrait devenir une véritable identité européenne de défense et de sécurité, tolérée par les Américains, maître incontesté de l'OTAN, qui dans 4 mois, lors de son prochain sommet à Washington, redéfinira son champ d'action. Si la Grande-Bretagne ne peut être encore considérée comme un partenaire européen à part entière, elle le devient progressivement. Et pour Jacques Chirac, le rôle de la Grande-Bretagne est essentiel pour la construction de l'Europe de demain. Nous observons depuis quelque temps une ouverture plus grande de l'Angleterre, d'ailleurs au niveau de l'opinion publique comme au niveau des autorités, pour aborder les problèmes européens. Et donc, la relation anglo-française et anglo-allemande ne peut évidemment que se renforcer aujourd'hui. Quel visionnaire. On se rend compte, c'est facile de juger a posteriori, il ne faut jamais le faire bien sûr en histoire, mais enfin, il le croit vraiment ça, Jacques Chirac, parce que ce qui est en train de naître à ce moment-là, c'est l'Europe de la défense, mais bien sous le couvert de l'OTAN. Vous remarquerez qu'il dit anglo-allemand, anglo-français, etc. Il ne dit pas britannico. Bon, parce qu'effectivement, on pense quand même toujours à l'Angleterre. Et ça, c'est une constante, évidemment, quand on parle de cette construction politique qu'est le Royaume-Uni, c'est que l'Angleterre l'emporte dans notre imaginaire. À telle enseigne qu'il y a quelque temps, on avait dit, à propos du référendum en Écosse, j'entendais des journalistes dire, l'Écosse est une province d'Angleterre. Évidemment, c'est complètement faux. C'est un autre pays. Jérémy Stubbs, pour conclure l'émission juste, est-ce que, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, à tout ce que vous avez vécu vous-même, est-ce que vous avez quand même le sentiment, même si vous étiez favorable au Remain, qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du retour à la normale pour les îles britanniques? Non, parce que, comment dirais-je, le normal, si le normal c'est le passé, il y a un problème. Nous sommes tellement loin aujourd'hui de ce passé que nous avons connu, en dépit de toute cette continuité, que personne ne peut prédire ce qui va se passer. Merci. Merci beaucoup. On laisse la question ouverte, mais je crois que l'histoire nous a permis un peu de comprendre comment on en est arrivé là. Bernard Cotterêt, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle votre dernier livre, Ces reines qui ont fait l'Angleterre, aux éditions Talendier. Et merci Jérémy Stubbs, vous participez souvent au magazine Causeur, dans lequel vous écrivez régulièrement. Merci beaucoup d'avoir été mes invités. À partir du 1er juillet, il ne sera plus possible pour les véhicules datant d'avant 1997 d'entrer dans Paris. Une mesure environnementale qui fait grincer beaucoup de dents. Il y avait bien eu auparavant des vignettes ou des plaques d'immatriculation pair ou impair pour limiter la circulation, mais jamais une telle interdiction. Jamais. J'ai retrouvé dans les archives une interdiction d'accès pour de vieux véhicules. Bon, le contexte est très différent, les motivations aussi. C'était en 1942 dans le Paris occupé et l'enjeu était, vous allez le voir, surtout économique. En route vers la fonte. Depuis plusieurs mois, en effet, il est interdit aux voitures âgées de plus de 17 ans de circuler. Toute l'industrie française est intéressée à cette œuvre de récupération, car le ferraillage procure du travail à un nombreux personnel en chômage et permet d'autre part à certaines usines de conserver leur potentiel d'activité. Le comité d'organisation de l'industrie et du commerce de l'automobile achète les voitures antérieures à 1925. Un capital mort deviendra ainsi un capital utilisable. Et outre la récupération de la ferraille, il s'agissait dans un contexte de pénurie de promouvoir des voitures plus légères. Alors vous l'avez entendu, on parle de comités d'organisation. Ils ont été créés par Vichy et ils avaient d'abord été pensés pour défendre les intérêts économiques français. Mais très vite, ils seront un rouage essentiel de la collaboration économique avec l'occupant allemand. Voilà, deux contextes très différents, mais on a déjà interdit les vieux véhicules dans Paris.
Et comme chaque semaine, un conseil de lecture pour terminer ce nouveau numéro de l'Info dans le rétro. J'ai choisi un nouveau titre de l'excellente collection de biographies inédites publiées en poche chez Folio. Liliane Kerjean, qui avait déjà écrit un excellent George Washington, dans cette collection nous revient avec Abraham Lincoln, une biographie solide au style alerte, qui évite le piège de l'hagiographie, c'est pas facile avec Lincoln, mais qui nous plonge dans l'histoire incroyable tout de même d'un homme né dans une cabane en rondin de bois, c'est vrai, puis qui à la tête du pays parviendra à maintenir l'unité et à mettre fin à l'esclavage, même si, et c'est peu connu, l'auteur le rappelle, il avait un temps, Lincoln envisageait l'exil en Afrique des esclaves libérés pour éviter les mélanges des races. Abraham Lincoln de Liliane Kerjean chez Folio Biographie. Et comme chaque semaine, pour vous dire au revoir à un invité du passé, aujourd'hui François Mitterrand en mai 1981. À bientôt en France, pour la France, à bientôt pour la République, à bientôt pour la victoire. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'Info dans le rétro.